Un défilé du 1er mai est bien perturbé par des violences. Qui sont ces ultras? Et puis, avec notre invité, on va aussi parler des banlieues, du plan Borloo qui a été présenté la semaine dernière et de l'avenir du Parti socialiste. Stéphane Troussel est avec nous. Il est président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Alors, hier à Paris, il y a eu de graves exactions, on va dire. Il n'y a pas eu de blessés graves ni de morts. Votre réaction à ces violences? C'est insupportable, insupportable. Et ces images diffusées en direct et hier soir encore montrent à quel point ces casseurs n'ont strictement rien à voir avec des manifestants pacifiques. Et donc, moi, je condamne absolument, fermement, totalement ces violences inouïes. Est-ce qu'il y a un défaut d'anticipation de la part du gouvernement? Écoutez, moi, il y a quand même depuis maintenant plusieurs manifestations, ces black blocs qui se structurent, qui s'organisent, qui sont présents. Ce n'est pas la première fois, ça commence à faire beaucoup. Et donc, moi, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, mais enfin, je n'ose imaginer qu'il y ait je ne sais quel calcul à plusieurs bandes. De la part de qui? Du gouvernement? De personnes. Donc, je pense que justement, puisque ça fait plusieurs fois que ce type d'incident se répète dans des manifestations, quand même il y a quelques questions qui se posent. Comment plusieurs centaines d'individus cagoulés, masqués, organisés, avec un certain nombre d'objets, peuvent se structurer en tête de cortège, déployer un certain nombre de banderoles, alors que dans toutes les manifestations, il y a des policiers en civil qui se promènent. Donc je pense que pour éviter des questionnements ou des interprétations, je pense qu'il y a nécessité, comme a pu le demander Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qu'il y ait une commission d'enquête qui établisse, qui fasse la lumière. Est-ce qu'il faut rétablir l'état d'urgence? Absolument pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons les outils, les moyens pour permettre à la fois de respecter la liberté fondamentale de manifester, mais aussi d'assurer... Votre législation est adaptée à ça? Oui, je le crois, l'ordre républicain, y compris pour protéger les manifestants et bien sûr les passants, les riverains, les commerçants qui ont subi des dégâts insupportables. Est-ce que vous sentez, on le voit d'ailleurs, il y a quand même Notre-Dame-des-Landes, il y a eu Sivins, Bure, d'une certaine façon Tolbiac, ce qui se passe dans les universités, est-ce qu'il y a une radicalisation de la jeunesse de ce pays? Oui, mais je crois justement qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre des mouvements sociaux qui parfois prennent des formes vous avez vu à Tolbiac quand même, ça a été violent. Attendez, je crois qu'il ne faut pas confondre des mouvements sociaux, y compris parfois rudes, avec ces casseurs insupportables qui ont des stratégies tout à fait organisées. Donc moi, je ne confonds pas les deux. L'infirmière qui manifeste hier, le 1er mai, pour défendre l'hôpital public et le service public, elle n'a rien à voir avec ces casseurs. Très bien, mais même des manifestants, encore une fois, ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on a des mouvements sociaux, parfois un peu rudes, mais il ne faut pas les confondre avec ces mouvements extrémistes. Je vous parle de Tolbiac, je vous parle de Notre-Dame-des-Landes. Moi, le mouvement social, que ce soit à Tolbiac ou à Notre-Dame-des-Landes, il doit pouvoir s'organiser de manière organisée, sereine. Il peut y avoir un moment. C'est pas un mouvement social, Notre-Dame-des-Landes. C'est en tout cas un mouvement qui, depuis plusieurs années maintenant, s'est structuré. Vous savez qu'il y a des violences aussi là-bas à chaque fois. Mais moi, je condamne de manière claire et systématique les violences. Mais je ne voudrais pas que ces exactions. Quand même, quand j'entends l'empressement hier soir du Premier ministre à dire attention, il peut y avoir des discours radicaux qui peuvent occasionner des débordements. Oui, mais ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Vous imaginez, et vous êtes président d'un département où rien n'est simple quand même, est-ce qu'il peut y avoir des individus qui aient participé justement aux exactions d'hier, qui viennent de chez vous? Mais pourquoi faire le lien entre mon département, ses caractéristiques et ces individus? Le département de la Creuse. Je n'ai pas d'éléments pour vous dire ça. Je n'ai aucun élément pour vous dire ça. Vous avez une idée, vous, président du département de Seine-Saint-Denis, éventuellement des éléments dérivants dans votre circonscription?
Enfin, encore une fois, ne faisons pas de lien. Moi, il y a eu des interpellations hier, donc on va maintenant avoir des gardes à vue, on a les profils de ces gens, leur identité, et donc moi je demande justement que la police fasse la lumière sur le profil de ces gens. Vous serez à la fête à Macron, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, samedi prochain? Non, moi je n'ai pas l'intention. J'étais hier en soutien aux organisations syndicales, avec un certain nombre de mouvements, d'associations, mais la manifestation du 1er mai, boulevard de la Bastille. D'accord. Y compris autour du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Oui. D'accord. Est-ce que vous serez à la marche Et pourquoi vous n'y serez pas alors? Pourquoi vous êtes au 1er mai et pas à la marche de samedi? Mais d'abord parce que je pense que, encore une fois, la tradition du 1er mai, c'est une belle tradition et que les organisations syndicales ont raison de célébrer ce mouvement né il y a plus d'une centaine d'années, que je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a à la fois, en ce moment, il y a nécessité que des mobilisations pour défendre le service public, pour défendre la SNCF, pour défendre les étudiants, les hôpitaux publics qui sont en grande difficulté, pour s'opposer à la brutalité d'un certain nombre d'actions qui sont menées. Et il ne faut pas, me semble-t-il, phagocyter ce mouvement social pour empêcher, y compris qu'il puisse se déployer. Pavageau, qui est le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, a demandé ce week-end au cours d'une émission le gel justement de la réforme de la SNCF. Vous êtes d'accord avec lui? Bon, en tout cas, moi, je suis assez scandalisé par la manière dont ce débat autour du rail et du ferroviaire dans notre pays s'organise. Parce que le gouvernement, à travers cette attaque frontale, à la fois contre l'entreprise et son statut, à la fois contre le statut des cheminots, écarte tout débat vraiment approfondi sur ce que doit être l'avenir du rail dans notre pays. Dans le rapport Spinetta et l'utilisation qui en est faite par le gouvernement, il n'y a aucun des enjeux majeurs qui devraient être traités. C'est quel l'enjeu majeur? Par exemple, la question du fret ferroviaire. Il n'y a pas de grande entreprise... D'accord, mais là, on s'occupe aussi des voyageurs. Non, mais il y a mais il n'y a pas de grande entreprise, grande entreprise du rail, en France comme en Europe, qui ne peut développer son activité, y compris d'avoir une perspective de rentabilité, si elle n'a pas à la fois le volet voyageur et le volet du fret. Et puis au moment où on a des enjeux environnementaux, on ne traiterait pas de la question du fret. Cette question est totalement absente des débats d'aujourd'hui. La question de la dette, bien évidemment. Alors le gouvernement... Vous êtes contre cette réforme? Ah oui, bien évidemment. Alors, je le disais en introduction, la semaine dernière, Jean-Louis Borloo est sorti du bois, si vous me permettez l'expression. Il a présenté son plan. C'est un plan qui est à la hauteur du défi qui nous est posé? Oui, je le crois. Oui, je le crois. C'est un bon plan? Oui, c'est un bon plan. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler, de rencontrer, d'échanger, de formuler des propositions à Jean-Louis Borloo, dont certaines se retrouvent dans ce rapport. Donc moi, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique de la ville et la rénovation urbaine sont à l'arrêt dans notre pays. Sont à l'arrêt. Et il fait bien, moi j'ai employé l'expression de mensonge d'État, il fait bien de dire qu'entre les moyens publics concrètement disponibles et les annonces publiques, l'écart maintenant est abyssal. Et donc il faut en finir avec ce mensonge d'État qui consiste à dire qu'on aurait dépensé trop d'argent pour les quartiers populaires. Il a été diversement accueilli quand même, ce plan. Beaucoup critiquant la présence de pas mal de gadgets, l'Académie des leaders, le club des petits-déj, enfin... Et la nécessité de relancer puissamment la rénovation urbaine et de mettre le paquet sur l'éducation, la culture, le sport, et de mettre le paquet sur la question de l'insertion et de l'emploi. Non, c'est un plan global et je pense surtout qu'il faut que le pays prenne conscience que ce sont ces quartiers qui aujourd'hui ont la jeunesse la plus importante, la démographie la plus élevée. Que 5 milliards par an, ça vous paraît bien? Mais c'est absolument indispensable. Les collectivités et il le pointe, les collectivités de ces quartiers ont 30% de moyens en moins et 30% de besoins en plus. Pourquoi ils ont en moins? Tout simplement parce que leurs ressources fiscales, parce que leurs recettes, parce que les dotations, parce que les ressources des habitants sont moindres que d'autres territoires. On entend beaucoup d'élus locaux qui crient au secours, qui démissionnent, voire. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là aussi? Je ne parle pas de la démission, je parle... Non, mais en tout cas, il y a une inquiétude par rapport à la situation. Et puis, il faut dire quand même, et c'est un des enjeux que va devoir, et des contradictions que va devoir lever le président de la République quand il s'exprimera, paraît-il, le 22 mai, c'est est-ce qu'il fait sienne les préconisations de Jean-Louis Borloo? Parce qu'elles sont, sont en contradiction avec la politique qui est menée depuis un an. Suppression des emplois aidés, réduction des crédits politiques de la ville, affaiblissement des collectivités locales, affaiblissement... Non, mais il en a trouvé pour supprimer l'ISF.
Il en a trouvé, il a fait des choix économiques en faveur des plus riches de ce pays, plutôt que pour les quartiers populaires, plutôt que pour l'hôpital public, plutôt que pour les personnes âgées modestes. Dans votre département, vous attendez avec impatience les Jeux Olympiques de 2024 ? Oui. Ça va changer pas mal de choses, non ? Oui. Tout comme la Coupe du Monde avait pas mal changé. C'est un bel accélérateur de projet, c'est un bel accélérateur de projet et de transformation, d'image. Beaucoup, ça se passe bien. On est très mobilisés pour concrétiser la réalisation du village olympique, le village des médias, la piscine olympique. Mais là encore, le gouvernement va vite devoir lever quelques contradictions. Parce que quand je vois, par exemple, bien évidemment, les Jeux olympiques, c'est pas que du dur, c'est aussi la transformation des politiques sportives, éducatives, culturelles. Quand le budget du Centre national de développement du sport, le CNDS, cette année est réduit de 30%, il y a une contradiction entre les enjeux d'héritage qui doivent être au cœur de la dynamique des Jeux Olympiques. Il faut que ça transforme nos politiques sportives. Vous travaillez avec Tony Estanguet ou avec la ministre des Sports ? Comme président du département, je siège à la fois au conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques avec Tony Estanguet, à la Solidéo, présidée par Anne Hidalgo, mais bien sûr avec la ministre des Sports également, bien évidemment. Et Tony Estanguet est un bon chef d'équipe ? Oui, il dynamise ce projet. Et il veut aussi qu'il y ait un héritage, notamment pour des quartiers comme les nôtres et la jeunesse de ce pays. Olivier Faure, à la tête du Parti socialiste, c'est l'homme de la situation ? Oui, je le crois, je l'ai soutenu. Il me fait confiance en ayant confié un secrétariat national. Et vous avez eu un espace entre Mélenchon et Macron ? Je le crois, parce que la réalité, c'est qu'entre une forme d'enfermement un peu sectaire, parfois de France Insoumise, qui d'abord Ils sont sectaires ? En tout cas, ne veut plus forcément rassembler la gauche. C'est pour ça que vous n'y allez pas samedi ? Ne veut plus forcément rassembler la gauche. Moi, je crois au clivage gauche-droite. Moi, je pense que je crois qu'il faut rassembler la gauche. C'est pour ça que vous n'y allez pas samedi ? En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ne souhaitent pas forcément le rassemblement de la gauche. Et donc moi, je ne serai pas samedi à cette initiative. Et Macron, de l'autre côté ? Mais maintenant, ça devient de plus en plus clair. Si certains des électeurs de gauche avaient pu sincèrement ou pas penser qu'il y avait autour d'Emmanuel Macron une nouvelle perspective politique, ni de gauche ni de droite. Maintenant, c'est très clair. On a une nouvelle droite qui est finalement assez traditionnellement et classiquement libérale. Macron, c'est la nouvelle droite ? Oui, à l'évidence. Il ressemble à un mouvement de centre-droit libéral comme il en existe plein en Europe depuis de nombreuses années. On est avec Stéphane Troussel, le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Et maintenant, Valentin Pilate nous rejoint pour poser vos questions. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. L'État a été un tel mauvais exemple avec Notre-Dame-des-Landes qu'aujourd'hui son autorité est complètement bafouée et que les anarchistes et autres casseurs peuvent s'en donner à cœur joie. C'est l'avis de Tim Ellie. Alors comment appréhender des individus violents sans faire de blessés des deux côtés ? C'est une question de petite fille sur le Figaro.fr. Écoutez, en tout cas, moi je le répète, il y a maintenant dans plusieurs manifestations, à l'occasion de plusieurs mouvements sociaux, ce type d'individus qui s'organisent. Donc je pense, pour éviter toute interprétation, pour éviter des procès en laxisme. Et moi, j'ai confiance dans les forces de l'ordre, j'ai confiance dans les forces de police. Et donc, je souhaite, oui, qu'il y ait une commission d'enquête. Olivier Faure l'a demandé ? Il l'a demandé ce matin chez un de vos confrères. Et répondre à la violence, concrètement, pour aller plus loin dans la question, répondre à la violence par la violence ? Mais les forces de l'ordre républicaines, elles savent gérer des situations. Oui, mais enfin, quand même, encore une fois, que c'est plusieurs centaines de gens cagoulés s'organisent en début de cortège, y compris alors même que personne n'imaginait que c'était le service d'ordre de la CGT. Bon, donc il y a des policiers. Donc comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? D'accord. Alors Delphine Batho quitte le PS et prendra la tête de Génération Écologie en septembre prochain. Sans mauvais jeu de mots, j'ai eu plusieurs commentaires. Elle quitte le bateau qui coule doucement. C'est, en parlant du PS, la remarque de marasme sur le Figaro.fr. Écoutez, d'abord, c'est pas totalement une surprise. Elle a été très critique ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle a été candidate. C'est logique. Elle a été candidate à plusieurs fonctions sans que ça puisse se traduire par un succès, y compris personnel. Moi, écoutez, tout ce qui contribue à fragmenter, à émietter, à séparer la gauche ne me paraît jamais une bonne solution dans le travail de reconstruction et de refondation que nous devons faire ensemble. Elle avait sa place au PS ? Oui, je le crois, même si elle a eu des mots très durs, très violents parfois. Et puis, je ne crois pas à cette idée que l'écologie politique, elle pourrait être ni de gauche ni de droite. Quand le système actuel, le système
libéral, produit de plus en plus d'inégalités, produit de plus en plus d'attaques contre notre modèle de développement et un modèle de développement soutenable, je crois qu'il faut faire des choix. On verra bien comment elle sera capable de structurer ce mouvement de 2000 adhérents. D'accord. Si vous, demain, vous avez un week-end important de prévu en famille, vous voyez votre train annulé, ce qui bouleverse toute votre organisation et notamment celle de votre famille, alors vous comprenez ou ça vous agace? C'est une question de Tom sur Twitter. Non mais qu'individuellement on soit agacé ou gêné par les grèves, à l'évidence. Mais enfin, comme je suis à la fois un citoyen et un responsable politique, attaché au service public, attaché y compris à ces questions d'un modèle de développement soutenable, oui, moi je crois qu'il faut défendre le mouvement social en faveur du défense. C'est ça. Mais écoutez, encore une fois, le gouvernement ça attaque frontalement le statut de l'entreprise, le statut des cheminots. Il fait une réforme. Non, il ne fait pas une réforme. Comment il fait une réforme d'inspiration libérale pour se mettre dans les roues de ce modèle concurrentiel qui n'a que quelqu'un nous démontre que tous les pays qui sont allés dans cette voie ont un service ferroviaire de meilleure qualité que celui de la France aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Et regardez, la France connaît des hoquets quand même. Hein. Donc moi, mais très bien, mais qu'on les traite, qu'on réponde aux enjeux du fret ferroviaire, qu'on réponde aux enjeux de la dette, qu'on réponde aux enjeux d'un aménagement du territoire plus équilibré. Qu'on ait un statut complètement dérogatoire. Mais les organisations syndicales, toutes organisations confondues, ont posé la question simple à la ministre. Vous ne cessez de répéter que le statut des cheminots en France serait plus favorable de 30% par rapport... Elle n'en fait jamais la démonstration. Jamais elle n'en fait la démonstration. Elle n'en fait jamais. Elle ne répond pas à la question. Elle ne fait jamais la démonstration. Partir à la retraite plutôt, avoir des avantages ici ou là, ce qui n'en fait pas des privilégiés. Mais les Français le supportent de plus en plus mal. Moi, il y a des privilèges dans ce pays qui me paraissent bien plus scandaleux que les quelques acquis dont bénéficient les cheminots qui leur permettent d'assurer la sécurité de nos installations. Dernière question, celle de Philippe sur Paris 2024. Il aimerait en savoir plus, vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Est-ce que les millions d'euros prévus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, donc en 2024, seront rentables, et notamment pour la Seine-Saint-Denis? Il aimerait savoir aussi en termes d'héritage, ce que ça représente. C'est à la fois notamment à travers la construction du village olympique, un nouveau quartier, des nouveaux logements, le village des médias c'est la même chose, et puis un certain nombre d'équipements sportifs ou de transformation des infrastructures. Mais c'est un des enjeux sur lesquels nous sommes mobilisés. Oui, il ne faut pas qu'on soit concentré sur la quinzaine olympique, la quinzaine des Jeux paralympiques, il faut qu'on soit mobilisé dès maintenant pour un héritage pour le territoire et ses habitants. Il y a de plus en plus de grandes entreprises qui installent leur siège, souvent d'ailleurs chez vous. Vous pouvez nous dire depuis 98, la Coupe du Monde, si ça s'est vraiment emballé ou Oui, ça s'est emballé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de développement économique, en termes de création d'entreprises, en termes de richesse produite, oui, c'est une réalité, la transformation de la Seine-Saint-Denis. Et les salariés sont des salariés de chez vous? C'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, ce développement économique local, ce développement urbain ne profite pas assez aux habitants du territoire. Et donc, il faut absolument mettre le paquet sur toutes les questions d'éducation, de formation, de qualification, d'insertion. C'est ce que nous essayons de faire et il faut profiter de ces projets pour le faire davantage, y compris avec les collectivités, avec l'État, avec les organisations syndicales, patronales. Avec ces entreprises. J'ai proposé aux entreprises du territoire de signer des chartes Seine-Saint-Denis Égalité avec le recrutement de stagiaires. Oui, ça se fait, bien sûr. Mais il faut passer la vitesse supérieure. Mais surtout, il faut mettre le paquet sur les questions d'éducation et de formation. C'est indispensable pour élever le niveau de qualification. Ça représente quoi le budget de l'éducation dans votre département? C'est le principal budget. Et moi, par exemple, alors, le département il est responsable des collèges. Moi, j'ai livré 12 collèges d'un seul coup à la rentrée 2014. C'est unique en France. Mais je dois quasiment continuer d'en créer un supplémentaire à chaque rentrée scolaire, compte tenu du développement démographique de la Seine-Saint-Denis. Combien d'habitants? 1 600 000. Et quand vous êtes arrivé? Il y a quelques années, on était plutôt autour de 1 500 000. La démographie, et ça va continuer. Et si on se projette, la Seine-Saint-Denis, vraisemblablement, atteindra le niveau de Paris dans les années 2030-2040. On était avec Stéphane Troussel au Talk Le Figaro ce matin. Merci Stéphane Troussel de vous être prêté au jeu. Et puis Valentin Pilate, merci beaucoup. Vous êtes fait le médiateur toujours aussi brillant de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.